Au cours de la semaine qui suivit, Patrick tenta désespérément de trouver quelqu'un, n'importe qui accepterait de devenir sa mère porteuse. Il commença par ses ex-petites amies. Il y en avait 3, des femmes avec qui il avait eu des relations sérieuses au cours des dernières années. L'une d'elles, sûrement, comprendrait. L'une d'elles voudrait l'aider. La première, qui éclata de rire lorsqu'il lui expliqua la situation. Un rire franc, moqueur. « Patrick, tu es sérieux ? Tu veux que je porte ton bébé et que je te le donne, comme ça ? Comme si j'étais une sorte d'usine à bébé numéro. Absolument pas. Mais bonne chance avec ton cancer, hein ? La deuxième, Gwa, fit au moins semblant de compatir. Oh, Patrick, c'est terrible pour le cancer. Je suis vraiment désolée, mais je viens de commencer un nouveau travail, j'essaie de me remettre en forme et une grossesse ruinerait mon corps. As-tu essayé ces agences de mères porteuses ? Elles ont des femmes qui font ça de manière professionnelle. La troisième ne le laissa même pas finir son explication. Quelle que soit ta demande, la réponse est non. Nous avons rompu pour une raison. Ne m'appelle plus jamais. Alors, il appela Amanda, sa petite amie actuelle. Enfin, plus ou moins actuelle. Ils sortaient ensemble depuis 3 ans. Il avait prévu de la demander en mariage. Elle, certainement, comprendrait. Elle, certainement, l'aiderait. Amanda, dit-il lorsqu'elle répondit, la voix pleine d'espoir. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, mon cœur ? Elle semblait distraite, comme si elle regardait la télévision ou faisait défiler son téléphone. Patrick prit une profonde inspiration. Je suis allé à l'hôpital la semaine dernière. Pour ces tests dont je t'avais parlé, pour les symptômes que j'ai eus. MHM. Ils ont trouvé quelque chose. Cela capta son attention. Trouvé quoi ? J'ai un cancer de la prostate, stade 1. Un long silence s'installa. Oh mon Dieu. Mais ça va ? S'empressa d'ajouter Patrick. Ils l'ont détecté tôt. Le traitement a un taux de réussite élevé. Chimiothérapie et chirurgie. Le médecin dit que si nous agissons vite, je devrais m'en sortir. J'ai juste besoin d'eux. Donc, tu vas mourir ? La voix d'Amanda était devenue stridente, empreinte de panique. Quoi ? Non, je ne vais pas mourir. C'est le stade 1. Ils l'ont détecté tôt. Tout ira bien, mais le traitement pourrait affecter ma fertilité. Alors, le médecin a suggéré. Attends, le coupa Amanda. Tu es en train de me dire que tu as un cancer ? Un cancer qui pourrait te rendre. Quoi ? Incapable d'avoir des enfants ? Oui, mais... Patrick. Sa voix avait changé maintenant, devenue froide, distante. Je ne peux pas faire ça. Le cœur de Patrick se serra. Faire quoi ? Ça. Le cancer, les petits amis malades, les factures médicales, l'incertitude. J'ai 28 ans. Je veux me marier, avoir des enfants, construire une vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça avec quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui pourrait mourir. Je ne vais pas mourir. La voix de Patrick se brisa. Amanda, s'il te plaît. J'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin. Je suis désolée, Patrick. Vraiment. Mais je dois penser à mon avenir, à ma vie. J'espère que le traitement se passera bien. Vraiment. Mais je ne peux plus être avec toi. Je ne peux tout simplement pas. Et puis, elle raccrocha. Comme ça. 3 ans de relation, terminés par un appel téléphonique parce qu'il était tombé malade. Patrick resta assis dans sa voiture, sur le parking de l'hôpital, et il pleura. Il pleura vraiment. De gros sanglots laids, secouant ses épaules, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis la mort de son père. C'était ça. Il avait touché le fond. Il avait un cancer. Plus de petite amie, pas de famille à proximité. Sa mère vivait à Londres, ses frères et sœurs étaient dispersés dans différents pays. Et une course contre la montre pour sa fertilité. Après s'être vidé de ses larmes, Patrick sécha ses yeux et fit ce que tout homme désespéré ferait. Il contacta des agences de gestation pour autrui. En 2 jours, il avait un dossier rempli de profils, des mères porteuses professionnelles, des femmes qui en faisaient leur métier, des femmes avec de l'expérience, des dossiers médicaux, des références. Assis dans son bureau, il feuilletait profil après profil, et trouvait un défaut à chacune d'entre elles. Celle-ci allait dans mal aligné, marmonna-t-il en étudiant une photo. Si le bébé hérite de ça. Ses yeux sont trop petits. Non, attends, trop grands. Je ne sais pas dire. La peau de celle-ci est trop foncée. Non, attends.
Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. Trop petite. Le bébé serait petit. Je veux des enfants grands. Trop maigre. Trop dégingandée. Elle n'a pas l'air en bonne santé. Le nez de celle-ci est... Non, c'est méchant, mais c'est aussi exact. Son ami Daniel, venu lui apporter un soutien moral, leva finalement les mains au ciel de frustration. Mec, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu as rejeté 20 profils. 20? Ce sont toutes des femmes parfaitement convenables, des professionnels. Quel est le problème? Patrick fixa les profils étalés sur son bureau et réalisa qu'il ne savait pas. Aucune ne lui semblait juste. Aucune ne lui faisait penser, oui, c'est la femme qui devrait porter mon enfant. Elles étaient toutes trop professionnelles, trop cliniques, trop semblables à une transaction commerciale et pas assez. Et c'est là que l'idée le frappa, comme une révélation foudroyante. Comme un message divin, comme si l'univers avait enfin pitié de lui. La femme folle de l'hôpital. Véronica. La femme féroce, terrifiante, absolument insensée qui avait attrapé sa chemise et l'avait traitée de ritualiste. La veuve qui cumulait 2 emplois pour élever des triplés. La femme dont les enfants avaient tenté de l'escroquer avec une audace créative si brillante qu'il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. Patrick se redressa d'un coup, son esprit s'emballant soudainement. Elle était parfaite. Elle était absolument parfaite. Pensez-y. Elle était belle, d'une beauté stupéfiante, même lorsqu'elle était en colère et débraillée. Elle était clairement intelligente. On n'élève pas 3 enfants brillants comme les siens sans être soi-même intelligente. Elle avait l'expérience de la grossesse et de l'accouchement. Elle avait mené à terme et donné naissance à des triplés, ce qui était impressionnant d'un point de vue médical. Elle était féroce, protectrice et forte. Et ses enfants, mon Dieu, ses enfants. Ils étaient intelligents, créatifs, débrouillards, hilarants. Oui, ils avaient essayé de l'escroquer, mais ils l'avaient fait par amour pour leur mère. Cela témoignait d'un grand caractère. De loyauté. Si son enfant héritait ne serait-ce que d'une fraction de cette génétique, il serait invincible. De plus, et c'était l'aspect pratique, elle avait clairement un besoin urgent d'argent. Ses enfants avaient littéralement tenté de simuler un accident de voiture pour payer le loyer. Elle était en difficulté. Il pouvait l'aider pendant qu'elle l'aiderait. C'était parfait. Gagnant-gagnant. Je sais qui je veux, annonça soudain Patrick. Daniel leva les yeux de son téléphone. Quoi? Qui? Cette femme de l'hôpital. La folle qui a essayé de m'attaquer. Daniel le dévisagea comme s'il avait perdu la raison. La femme qui a attrapé ta chemise? Celle qui t'a traité de ritualiste? Celle dont les enfants ont essayé de t'escroquer? Cette femme-là? Oui, elle. Daniel posa son téléphone et regarda son ami avec une réelle inquiétude. Mec, je pense que les médicaments contre le cancer affectent ton cerveau. Cette femme est folle. Elle n'est pas folle. Elle est désespérée. Il y a une différence. Elle m'a attaqué parce qu'elle pensait que j'avais fait du mal à son enfant. Ce n'est pas de la folie. C'est l'instinct maternel. C'est de l'amour féroce. C'est exactement le genre de mère que je veux pour mon enfant. Mais elle est folle, insista Daniel. Elle t'a insulté. Ses enfants sont brillants, poursuivit Patrick, ignorant les protestations de Daniel. As-tu vu comment ils ont coordonné toute cette arnaque? Ils ont utilisé une terminologie juridique. Ils ont négocié. Ils ont 7 ans et ils ont presque réussi. C'est de la génétique. C'est ce que je veux pour mon enfant. L'intelligence, la créativité, la débrouillardise. Ils ont essayé de te frauder par amour pour leur mère, souligna Patrick. Ils ont vu qu'elle était en difficulté et ont essayé de l'aider. Cela montre du caractère. De la loyauté. Ce sont de bons enfants qui ont fait une bêtise pour une bonne raison. Je respecte ça. Daniel se prit la tête entre les mains. Tu es sérieux. Tu es vraiment sérieux à ce sujet. Complètement sérieux. Patrick, c'est une idée terrible. Choisis juste l'une de ces gentilles mères porteuses professionnelles. Des femmes qui ne t'attaqueront pas, qui ne t'insulteront pas, qui ne sont pas folles. Mais l'esprit de Patrick était fait. Son cœur était décidé. Quelque chose au fond de lui disait que c'était la bonne décision. Que c'était la réponse. Pense-y, dit Patrick, s'échauffant dans son argumentation. Même si je trouve une mère porteuse professionnelle et qu'elle me donne le bébé, et après? Je suis un homme célibataire. Je n'ai jamais changé une couche de ma vie. Je ne sais pas comment m'occuper d'un nouveau-né. Je ne peux pas allaiter.
Je devrais engager une nounou. Et alors? Mon enfant grandira élevé par du personnel engagé. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Véronica a déjà l'expérience de l'éducation des enfants, de 3 enfants. Elle est clairement douée pour ça. Ils sont intelligents, bien élevés, bien éduqués. En général. Si elle porte mon bébé et que nous nous arrangeons pour que le bébé reste avec elle, au moins au début, alors mon enfant aura une vraie mère, une vraie famille. Ces triplés seraient comme des frères et sœurs. Le bébé aurait un foyer, pas seulement une maison avec une nounou. Daniel secoua lentement la tête. Et toi? Où te situes-tu dans ce fantasme? Je serais impliqué, très impliqué. Je les soutiendrai financièrement, évidemment. Je rendrai visite. Je ferai partie de la vie de l'enfant. Peut-être qu'à terme. Patrick s'interrompit, pas tout à fait prêt à formuler la pensée qui se formait. La pensée que peut-être, juste peut-être, cela pourrait devenir plus qu'un simple arrangement commercial. Tu es en train de tomber amoureux d'une femme qui t'a attaqué, dit Daniel d'un ton neutre. Une femme que tu n'as rencontrée qu'une seule fois. Une femme qui t'a traité d'impuissant. Ce mot le frappa comme un coup de poing. Patrick tressaillit. Elle ne savait pas, dit-il doucement. Elle était en colère. Elle pensait que j'avais blessé son enfant. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont sous le coup de l'émotion. Patrick. Ma décision est prise, Daniel. Je vais la retrouver. Je vais lui faire une offre. Et je pense qu'elle va dire oui. Et si elle dit non? Alors je trouverai autre chose. Mais je dois essayer. Je dois au moins essayer. Daniel soupira lourdement, reconnaissant la détermination obstinée sur le visage de Patrick. Quand Patrick se mettait quelque chose en tête, il n'y avait aucun moyen de le faire changer d'avis. Très bien, dit Daniel. Mais quand tout cela tournera terriblement mal, et ça tournera terriblement mal, je te dirai, je te l'avais bien dit. Tellement de fois que tu voudras changer de numéro de téléphone. Patrick sourit. Marché conclu. Le soir suivant, Patrick retourna au carrefour. Son cœur battait la chamade. Ses paumes étaient moites. Il se sentait comme un adolescent sur le point d'inviter la fille qui lui plaît à sortir, ce qui était ridicule. C'était une proposition commerciale, une transaction, rien de plus. Il ignora la petite voix dans sa tête qui murmurait « menteur ». Il gara sa voiture et se promena, demandant au vendeur des nouvelles de la femme qui vend des fruits, celle avec les triplés. « Oh, maman triplée », dit un commerçant en pointant du doigt. « Son stand est juste là-bas. » Patrick se dirigea vers le stand de fruits, son discours préparé dans sa tête. Il l'avait répété toute la journée. Professionnel, direct, commercial. Et puis il la vit. Véronica disposait des oranges en pyramide, le dos tourné. Elle portait une robe simple, les cheveux attachés en une queue de cheval pragmatique. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, ses mouvements efficaces et rodés. Patrick s'éclaircit la gorge. « Bonsoir. » Véronica se retourna avec un sourire professionnel déjà dessiné sur son visage. Le sourire que les vendeurs utilisent pour les clients potentiels. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Que puis-je » Elle se figea en voyant de qui il s'agissait. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. L'homme qu'elle avait attaqué, la femme qu'il avait traité de ritualiste. La rencontre incroyablement gênante de l'hôpital flottant dans l'air entre eux comme un fantôme. Puis le visage de Véronica passa par plusieurs expressions successives. Surprise, reconnaissance, embarras, culpabilité, pour finalement se fixer sur une lassitude défensive. « C'est vous ?» dit-elle, la voix méfiante. « Que faites-vous ici ?»« Je ne suis pas là pour causer des ennuis, » dit Patrick rapidement, levant les mains en signe de paix. « Je vous le promets. Je ne suis pas là pour exiger des excuses ou porter plainte ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis ici parce que j'ai une proposition d'affaires pour vous. » Les yeux de Véronica se plissèrent de suspicion. Une proposition d'affaires? Quel genre de proposition d'affaires? Pouvons-nous? Patrick regarda autour de lui le carrefour animé, les autres vendeurs qui étaient certainement assez proches pour entendre leur conversation. Pouvons-nous aller parler quelque part en privé? C'est délicat. En privé? Véronica croisa les bras. Pour que vous puissiez me kidnapper. Pour que vous puissiez vous venger de ce qui s'est passé à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent pour une rançon. Si c'est ce que vous pensez. Je ne vais pas vous kidnapper. Cria presque Patrick, puis il baissa la voix quand les gens commencèrent à les regarder. Je ne suis pas un kidnappeur. Je suis un homme d'affaires.
Je veux juste parler dans un endroit calme. Votre voiture? Suggéra Véronica, sarcastique. Non, pas ma voiture. C'est bizarre. Et si? Patrick chercha désespérément du regard. Et si? Là-bas? Il montra un petit restaurant de l'autre côté de la rue. Endroit public. Plein de témoins. Totalement sûr. Véronica réfléchit. D'un côté, cet homme avait toutes les raisons de lui en vouloir. Elle l'avait attaqué, accusé de choses terribles, insulté. Peut-être voulait-il se venger. D'un autre côté, une proposition d'affaires. Quel genre de proposition d'affaires? Et surtout, elle était curieuse. Dangereusement curieuse. Très bien, dit-elle finalement. Mais j'apporte mon téléphone. Et si vous essayez quoi que ce soit, je crie et j'appelle la police. Entendu. Ils se dirigèrent vers le restaurant dans un silence gêné, commandèrent des boissons, du jus d'orange pour tous les deux, ce que Patrick trouva légèrement ironique étant donné qu'elle vendait des oranges, et s'assirent l'un en face de l'autre dans une banquette qui sembla soudain trop petite. Patrick prit une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment de faire sa proposition. J'ai un cancer, dit-il sans détour. Quoique Véronica ait pu attendre, ce n'était pas ça. Son visage s'adoucit immédiatement, sa posture défensive se fondant en une sympathie sincère. Oh, dit-elle doucement. Je suis vraiment désolée. Quel genre? Cancer de la prostate. Stade 1. Le même que mon père a eu. Il marqua une pause significative. Le même que votre mari a eu. La main de Véronica vola à sa poitrine. Oh mon Dieu, est-ce que vous allez vous en sortir? Oui, dit fermement Patrick. Ils l'ont détecté tôt. Le traitement devrait fonctionner, mais... Il hésita, puis se lança. Le traitement me rendra probablement stérile. Je perdrai ma capacité à avoir des enfants naturellement. Alors, le médecin a dit que je devais agir vite, trouver une mère porteuse, avoir un enfant avant de commencer le traitement. D'accord, dit lentement Véronica, ne comprenant pas encore où il voulait en venir. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Patrick la regarda droit dans les yeux. Je veux que vous soyez ma mère porteuse. Silence. Un long et lourd silence. Véronica cligna des yeux. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis désolée, dit-elle finalement, sa voix très faible. Je pense que j'ai mal entendu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je veux que vous portiez mon bébé, répéta Patrick. Que vous soyez ma mère porteuse. Et avant que vous ne refusiez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Êtes-vous fou? La voix de Véronica monta de plusieurs octaves. Vous me voulez, moi, la femme qui vous a attaqué, qui vous a traité de ritualiste, dont les enfants ont essayé de vous escroquer? Vous voulez que j'aie votre bébé? Quel genre de... S'il vous plaît, interrompit Patrick. Écoutez simplement. Écoutez ma proposition. Ensuite, si vous voulez dire non, vous pourrez dire non. Mais s'il vous plaît, écoutez. Véronica se tut, son expression partagée entre l'incrédulité et la curiosité. Patrick se lança dans son argumentaire, celui qu'il avait répété toute la journée. Écoutez, je sais que cela semble fou. Je sais que nous ne nous sommes pas rencontrés dans les meilleures circonstances, mais écoutez-moi. J'essaie de trouver une mère porteuse depuis des semaines. J'ai examiné des dizaines de profils d'agences, des professionnels, et aucune ne me convenait. Et moi, je vous conviens? Demanda Véronica, incrédule. La femme qui vous a traité d'impuissant. Patrick tressaillit légèrement à ce mot, mais poursuivit. Oui, parce que vous n'êtes pas juste une machine à faire des bébés. Vous êtes une mère. Une mère expérimentée. Vous avez mené à terme et donné naissance à des triplés, ce qui est médicalement impressionnant. Vous savez clairement comment élever des enfants. Les vôtres sont brillants, intelligents, créatifs, débrouillards. Ils ont essayé de vous escroquer, souligna Véronica. Par amour pour vous, rétorqua Patrick. Ils ont vu que vous étiez en difficulté et ont voulu vous aider. Cela témoigne d'un caractère fort. Des valeurs que vous leur avez inculquées. C'est la génétique que je veux pour mon enfant. Véronica était sans voix. Et Patrick continua, prenant de l'élan. J'ai entendu par la commerçante de l'hôpital, tante Bimpi je crois, que vous avez des difficultés financières. Vos enfants ont mentionné quelque chose à propos du loyer, que vous cumulez 2 emplois, que vous joignez à peine les 2 bouts. Le visage de Véronica rougit de honte. Ça ne vous regarde pas. Je sais, vous avez raison, mais je peux aider. Je vous propose de l'aide.
Je vous paierai 10 millions de Naira d'avance. Véronica s'étouffa avec son jus d'orange. 10 millions? Vous venez de dire 10 millions de Naira? Oui. 10 millions d'avance, plus tous les frais médicaux, plus un nouvel appartement pour vous et vos enfants. Un bon appartement dans un quartier sûr. De plus, je couvrirai les frais de scolarité de vos enfants pour l'année prochaine. Et je vous aiderai à démarrer une véritable entreprise, à développer votre vente de fruits. Et à la naissance du bébé, je vous verserai 5 millions de plus. L'esprit de Véronica tournait à toute vitesse. 15 millions de Naira au total. 15 millions. C'était plus d'argent qu'elle ne verrait en 5 ans de travail avec ses 2 emplois. C'était une somme qui changeait la vie. C'était l'assurance de ne plus jamais s'inquiéter du loyer. C'était la possibilité d'envoyer ses enfants dans de bonnes écoles. C'était la chance de bâtir une véritable entreprise. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi m'offririez-vous autant? Parce que vous en avez besoin, dit simplement Patrick. Et parce que j'ai besoin de vous. Ce n'est pas de la charité. C'est une transaction commerciale qui nous profite à tous les deux. Vous obtenez la sécurité financière. J'obtiens un enfant. Gagnant-gagnant. Mais Véronica avait du mal à comprendre. Mais pourquoi moi? Spécifiquement moi? Il y a des mères porteuses professionnelles qui feraient ça pour la moitié du prix. Patrick se pencha en avant, son expression sincère. Parce que je ne veux pas que mon enfant soit une transaction. Je ne veux pas engager une étrangère, récupérer le bébé et l'élever avec des nounous et du personnel. Je veux que mon enfant ait une vraie famille. Et votre famille, aussi chaotique et dramatique soit-elle, est une vraie famille. Vous vous aimez farouchement. Les triplés seraient comme des frères et sœurs pour mon bébé. Vous seriez une vraie mère, pas seulement une mère porteuse. Mais je devrais vous donner le bébé, dit Véronica, la voix légèrement brisée. Je devrais porter un enfant pendant 9 mois et ensuite vous le remettre comme un colis, comme si cela ne signifiait rien. Non, dit doucement Patrick. C'est là toute la différence. Je ne veux pas que vous le remettiez simplement. Je veux que le bébé reste avec vous, au moins pendant les premières années, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour que je puisse. Il s'interrompit, ne sachant pas trop comment finir sa phrase. Véronica le fixa. Vous voulez que le bébé reste avec moi? Mais alors, à quoi bon? Vous me payez pour porter votre bébé juste pour que je le garde? Je veux être impliqué, dit rapidement Patrick. Très impliqué. Je viendrai régulièrement. Je ferai partie de la vie de l'enfant. Je vous soutiendrai financièrement, mais je ne peux pas m'occuper d'un nouveau-né seul. Je ne sais pas comment faire. Et je veux que mon enfant ait ce que vous avez, cet amour féroce, ce sentiment de vraie famille. Est-ce que ça a du sens? Cela n'avait aucun sens. Absolument aucun. C'était l'arrangement le plus étrange que Véronica ait jamais entendu. Et pourtant, il ne s'agit pas de l'argent, ajouta doucement Patrick. Enfin, je vous offre une bonne somme parce que je peux me le permettre et que vous en avez besoin, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de donner à mon enfant une vraie chance, une vraie famille, un vrai foyer. Véronica resta assise, l'esprit en ébullition. 15 millions de Naira, un nouvel appartement, les frais de scolarité payés, une vraie entreprise, la sécurité financière pour elle et ses enfants. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de porter un bébé pendant 9 mois. Et de le garder, d'être sa mère, de l'élever aux côtés de ses triplés. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. C'est beaucoup. C'est énorme. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Bien sûr, dit rapidement Patrick. Prenez votre temps. Réfléchissez-y. Parlez-en à vos enfants si vous voulez. Voici ma carte. Il fit glisser une carte de visite sur la table. Appelez-moi quand vous aurez pris une décision. Sans pression. Si vous dites non, je respecterai cela et je trouverai quelqu'un d'autre. Mais même en le disant, Patrick savait qu'il ne voulait personne d'autre. Il la voulait, elle. Cette femme féroce, belle et compliquée qui aimait ses enfants avec une intensité terrifiante. Véronica prit la carte, la fixant comme si elle pouvait exploser. Patrick se leva pour partir, puis s'arrêta. Pensez-y. Pensez-y vraiment. Cela pourrait changer votre vie, et la mienne. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant seule dans la banquette du restaurant, fixant une carte de visite et essayant de digérer la proposition la plus insensée qu'elle ait jamais reçue. Cette nuit-là, Véronica ne put dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, la carte de visite sur sa table de chevet la narguant.
10 millions de Naira d'avance, 5 millions de plus après la naissance, un nouvel appartement, les frais de scolarité payés, de l'aide pour démarrer une véritable entreprise. C'était tout ce pourquoi elle avait prié, tout ce dont elle avait besoin, tout ce qui résoudrait ses problèmes et donnerait à ses enfants la vie qu'ils méritaient. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'avoir le bébé d'un étranger. Sauf qu'il ne lui demandait pas d'abandonner le bébé. Il lui demandait de le garder, de l'élever, d'être sa mère. Ce qui rendait le tout encore plus déroutant. Quel genre d'homme payait quelqu'un pour porter son enfant et le laissait ensuite le garder? Quel genre d'arrangement était-ce? Le lendemain matin, après que les enfants soient partis à l'école et qu'elle ait terminé son service du matin, Véronica s'assit dans le placard du concierge pendant sa pause et fixa la carte de visite de Patrick. Elle devrait la jeter. C'était insensé. C'était trop beau pour être vrai. Ça devait être une sorte de piège. Mais si ce n'était pas le cas? Si c'était réel? Si c'était sa porte de sortie de la pauvreté, de la lutte, de l'angoisse nocturne à propos du loyer? Avant de pouvoir se raisonner, elle composa le numéro. Patrick répondit à la première sonnerie. « Bonjour, c'est Véronica, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Du stand de fruits. La femme à qui vous avez fait la proposition. » Véronica. La voix de Patrick se réchauffa. « Bonjour. Avez-vous réfléchi? » « Je n'ai pensé qu'à ça, » admit Véronica. « C'est tout à quoi je peux penser. Mais j'ai des questions. Beaucoup de questions. » « Bien sûr, demandez ce que vous voulez. » « Premièrement, est-ce légal? Ce que vous proposez est-il même légal au Nigeria? » « Oui, » dit Patrick. « La gestation pour autrui est légale. Nous ferions rédiger un contrat en bonne et due forme par des avocats. Tout serait officiel et en règle. Deuxièmement, vous avez dit que le bébé resterait avec moi. Pour combien de temps? Que se passe-t-il quand l'enfant sera plus grand? Vous l'emmenez? Patrick resta silencieux un moment. Honnêtement, je n'ai pas pensé aussi loin. Je sais juste que je ne peux pas élever un nouveau-né seul. Peut-être. Peut-être que nous trouverons une solution au fur et à mesure. Peut-être que d'ici à ce que l'enfant soit plus grand, nous aurons trouvé un arrangement qui convienne à tout le monde. C'était vague et insatisfaisant, mais aussi honnête. Troisièmement, continua Véronica, et c'est important. Je dois en parler à mes enfants. Ils font partie de cette décision. Si je dois avoir un autre bébé, même si c'est techniquement le vôtre, cela les affecte. J'ai besoin de leur avis. Je comprends tout à fait, dit Patrick. Parlez-leur. Prenez votre temps. Je ne vais nulle part. Sauf qu'il allait quelque part. Le temps pressait. Le cancer attendait. Le traitement devait commencer. Mais Véronica ne savait pas encore cette partie. Je vous appellerai, dit-elle, après avoir parlé à mes soldats. Vos soldats? Mes enfants. C'est comme ça que je les appelle. Mes petits soldats. Patrick sourit à l'autre bout du fil. J'aime bien ça. Parlez à vos soldats. Appelez-moi quand vous serez prête. Après avoir raccroché, Véronica resta longtemps assise dans le placard du concierge, rassemblant son courage. Ce soir, elle leur parlerait. Ce soir, car cette décision était trop grande pour être prise seule. Ce soir-là, après le dîner et la vaisselle, Véronica appela ses 3 enfants dans le salon. Ils vinrent avec empressement, pensant peut-être qu'elle allait annoncer quelque chose d'amusant. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Les enfants, commença Véronica, la voix nerveuse. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Très important. Et j'ai besoin que vous écoutiez attentivement et que vous réfléchissiez bien avant de répondre. 3 paires d'yeux la fixèrent avec une inquiétude soudaine. On a encore des ennuis? Demanda timidement Timothy. Vous n'avez pas d'ennuis, l'assura Véronica. Il s'agit d'une décision que je dois prendre. Une grande décision, et je ne peux pas la prendre sans savoir ce que vous en pensez. D'accord, dit lentement Olivia. Quelle décision? Véronica prit une profonde inspiration. Que diriez-vous? Que diriez-vous si j'avais un autre bébé? Silence de mort. Puis, quoi? Crièrent les 3 enfants à l'unisson. Un bébé? Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. Tu es enceinte? Maman, quand est-ce que c'est arrivé? Qui est-ce? Demanda Olivia. Non, Véronica leva les mains. Je ne sors avec personne. Je ne suis pas enceinte. Écoutez. Vous vous souvenez de cet homme de l'hôpital? Celui avec la belle voiture? Celui de l'accident? 3 visages coupables hochèrent la tête. Eh bien,
Il est venu me voir hier à mon stand de fruits et il m'a fait une proposition. Quel genre de proposition? Demanda Caleb, suspicieux. Il a un cancer, dit doucement Véronica. Le même que votre père a eu. Et à cause du traitement dont il a besoin, il ne pourra peut-être plus avoir d'enfants. Alors il m'a demandé de l'aider. L'aider comment? L'esprit vif d'Olivia assemblait déjà les pièces. Il veut que je sois sa mère porteuse. Ça veut dire qu'il veut que je porte son bébé. Et après la naissance, tu lui donnes le bébé? La voix de Timothy était faible. On aurait un petit frère ou une petite sœur et ensuite tu le donnerais, comme ça? C'est ce que je pensais aussi, dit Véronica. Mais il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il voulait que le bébé reste avec nous, qu'il vive avec nous, qu'il fasse partie de notre famille. Les 3 enfants semblaient confus. Donc, il veut te payer pour avoir son bébé et ensuite te le laisser? Tenta de comprendre Caleb. Ça n'a pas de sens. Je sais, mais il a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un bébé tout seul. Et il veut que son enfant ait une vraie famille. Alors, il me propose beaucoup d'argent, assez pour résoudre tous nos problèmes d'argent, si j'accepte de porter son bébé et de l'élever au sein de notre famille. Combien d'argent? Demanda Olivia, toujours pratique. Beaucoup, ma chérie. Plus que ce que je gagnerais en plusieurs années avec mes 2 emplois. Les enfants échangèrent des regards. Mais et le bébé? Demanda doucement Timothy. Si on a un petit frère ou une petite sœur, ce ne serait pas triste que leur vrai père ne vive pas avec eux? Il a dit qu'il viendrait nous voir. Il ferait partie de la vie de l'enfant. Il nous soutiendrait, mais oui, il ne vivrait pas avec nous. Un nouveau silence, tandis que 3 cerveaux de 7 ans tentaient de traiter cette situation incroyablement complexe. Finalement, Olivia, toujours la première à parler, dit « Donc, si je comprends bien. Cet homme veut te payer pour avoir son bébé, mais au lieu de l'emmener, il veut qu'on le garde et qu'on l'élève. Et il nous donnera assez d'argent pour que tu n'aies plus à travailler autant, et on pourra déménager, et il aidera pour l'école et tout. » Oui, confirma Véronica. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'être enceinte pendant 9 mois. Oui. Et on aura un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Oui. Olivia regarda ses frères. Caleb haussa les épaules. Timothy semblait pensif. On pourra manger des pizzas? Demanda Timothy. Timothy. Olivia lui donna une tape sur le bras. C'est tout ce à quoi tu penses? Ben, elle a dit qu'on aurait de l'argent, se défendit Timothy. Si on a de l'argent, on peut acheter des pizzas. Mais maman, dit Caleb, se tournant vers elle. Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu veux faire ça? Véronica sentit les larmes lui piquer les yeux. Je ne sais pas, admit-elle honnêtement. L'argent changerait nos vies. On pourrait arrêter de se battre. Vous pourriez aller dans de meilleures écoles. Je pourrais arrêter de m'épuiser au travail. Mais c'est bizarre, termina Olivia pour elle. Oui, c'est très bizarre. Et ce serait ton bébé, continua Olivia. Même si c'est techniquement son bébé, c'est toi qui le porterais. C'est toi qui accoucherais. C'est toi qui le nourrirais et changerais ses couches. Donc, ce serait aussi ton bébé. Véronica hocha la tête, surprise par la perspicacité de sa fille. Donc, si tu as un bébé, dit lentement Olivia, et qu'on le garde, alors on a un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Et on aime avoir des frères et sœurs. Presque toujours, corrigea Caleb. Parfois, Timothy est énervant. C'est toi qui es énervant, rétorqua Timothy. Les garçons, Olivia les fit taire d'un regard. Concentrez-vous. Le fait est que si maman doit avoir un bébé de toute façon et qu'on peut le garder, c'est bon pour nous. Mais le papa? Demanda Timothy. L'homme, Patrick? Est-ce qu'il serait aussi notre père? Non, dit rapidement Véronica. Il serait le père du bébé. Mais pas le vôtre. Vous aviez déjà un père. Un père merveilleux. Cet homme est juste. Quelqu'un qui a besoin d'aide et qui nous aide en retour. Les enfants redevinrent silencieux, réfléchissant. Puis Caleb dit quelque chose qui surprit tout le monde. Je pense qu'on devrait le faire. Quoi? Véronica cligna des yeux. Je pense qu'on devrait l'aider. Écoute, maman, on a essayé de l'escroquer, non? On a essayé de lui prendre son argent en le trompant. C'était mal. On le sait. Mais ça, continua Caleb, c'est différent. C'est réel. C'est honnête. Il te propose de te payer pour quelque chose de vrai. Pour porter son bébé, pour lui donner un enfant. Ce n'est pas une arnaque. C'est un travail.
C'est de l'aide. Et il nous a aidés aussi, non? Il aurait pu porter plainte. Il ne l'a pas fait. Olivia hochait lentement la tête. Caleb a raison. On lui doit quelque chose. On peut l'aider à avoir une famille. On peut lui donner un bébé. Enfin, tu peux lui donner un bébé, maman, mais on peut t'aider à l'élever. Et on peut manger des pizzas, ajouta Timothy avec espoir. D'accord. Mais sérieusement, maman, si ça t'aide, si ça nous aide, si ça l'aide, n'est-ce pas une bonne chose? Véronica sentit les larmes couler sur son visage. Ces enfants, ces merveilleux enfants ridicules. Mais Olivia leva un doigt, son expression devenant sérieuse. On a une condition. Quelle condition? Demanda Véronica en essuyant ses yeux. Le bébé doit rester avec nous pour toujours. Pas juste pour un petit moment. Pour toujours. Caleb hocha la tête fermement. On n'abandonne pas notre frère ou notre sœur. Si tu as un bébé, maman, c'est notre frère ou notre sœur. On ne va pas laisser un étranger l'emmener quand il sera plus grand juste parce qu'il a payé. La famille, ça ne marche pas comme ça. La famille, c'est pour toujours, ajouta Timothy, inhabituellement sérieux. C'est toi qui nous l'as appris. Véronica regarda ses 3 enfants, son cœur gonflé d'amour, de fierté et de terreur. Et s'il dit non? Demanda-t-elle. S'il n'est pas d'accord avec ça? Alors on ne le fait pas, dit fermement Olivia. Simple. Le bébé reste avec nous ou on ne le fait pas. C'est notre condition. Ce n'est pas négociable. Véronica regarda chacun de ses enfants, ces êtres féroces, loyaux et brillants, et prit sa décision. D'accord, dit-elle. Je vais l'appeler. Je lui dirai notre condition, et s'il accepte, alors nous le ferons. Pizza! Cria Timothy, levant le poing en l'air. Malgré tout, malgré le poids de la décision, malgré l'incertitude, malgré la folie absolue de ce à quoi il consentait, Véronica rit. Car c'était sa vie. Chaotique, dramatique, ridicule et absolument pleine d'amour. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, Véronica appela Patrick. C'est Véronica. J'ai parlé à mes soldats. La voix de Patrick était tendue d'espoir. Et? Ils ont une condition. Une seule. Elle n'est pas négociable. D'accord, dit lentement Patrick. Quelle est cette condition? Le bébé reste avec nous. Pas seulement pour les premières années. Pour toujours. Il vit avec nous, grandit avec nous, est élevé par nous. Vous pouvez venir le voir quand vous voulez. Vous pouvez faire partie de sa vie. Vous pouvez être son père. Mais il ne déménage pas pour vivre avec vous quand il sera plus grand. Il reste avec nous. C'est ça, l'accord. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Véronica retint son souffle. C'était le moment. Il allait dire non. D'accord, dit Patrick. D'accord? Répéta Véronica, choquée. Juste. D'accord? Oui. D'accord. J'accepte vos conditions. Mais pourquoi? Pourquoi paieriez-vous tout cet argent pour un enfant qui ne vit même pas avec vous? Patrick resta silencieux un instant. Quand il parla, sa voix était douce. Parce que je pensais ce que j'ai dit. Je veux que mon enfant ait une vraie famille, un vrai foyer. Votre foyer, aussi chaotique soit-il, est rempli d'amour. Je peux le voir. Et honnêtement, il rit doucement, je serai probablement un père célibataire terrible. Je ne sais pas ce que je fais, mais vous savez. Vous avez élevé 3 enfants incroyables. Alors oui, le bébé reste avec vous. Nous réglerons les détails. Les visites, mon degré d'implication, tout ça. Mais oui, j'accepte. Véronica sentit un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. Alors je suppose que nous avons un accord. Nous avons un accord, confirma Patrick. Je vais faire rédiger un contrat par mes avocats. Tout sera officiel et légal, mais oui, nous avons un accord. Après avoir raccroché, Véronica resta assise dans le placard du concierge, regardant son téléphone avec incrédulité. Elle venait d'accepter d'avoir le bébé d'un étranger. Un étranger qu'elle avait attaqué dans un hôpital. C'était insensé. Et pourtant, c'était aussi la réponse à ses prières, la solution à ses problèmes, la sortie de la pauvreté. Parfois, pensa Véronica, les miracles se présentent sous les formes les plus étranges. 2 semaines plus tard, Véronica était assise dans le bureau d'un avocat si chic qu'elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Tout était en acajou, en cuir et semblait très cher. Patrick était assis en face d'elle, l'air professionnel dans un costume,
mais avec des yeux bienveillants qui l'aidèrent à se calmer. Entre eux se trouvait une pile de documents juridiques. L'avocate, une femme à l'air sévère nommée Maître Admis, les guida à travers chaque page, chaque clause. Il s'agit d'un contrat de gestation pour autrui, commença-t-elle. Il établit que Madame Véronica Thompson accepte de porter un enfant pour Monsieur Patrick Okonkwo via insémination artificielle. À la naissance, l'enfant restera sous la garde et les soins de Madame Thompson. De manière permanente. Elle détailla la structure des paiements. 10 millions de Naira à la signature, 5 millions à la naissance d'un enfant en bonne santé. Tous les frais médicaux couverts. Un nouvel appartement, les frais de scolarité pour ses 3 enfants payés pour les 3 prochaines années, et un capital de départ pour une entreprise de distribution de fruits. C'était plus que ce dont Véronica avait jamais rêvé. Comprenez-vous tous les deux? Oui, dirent-ils à l'unisson. La main de Véronica tremblait en prenant le stylo coûteux. C'était le moment qui allait changer sa vie pour toujours. Elle signa son nom. Patrick signa le sien. C'était fait. Après le rendez-vous chez l'avocat, Patrick emmena Véronica à la banque et vira les 10 premiers millions sur son compte. Véronica regarda les chiffres apparaître sur l'écran de son téléphone et se sentit étourdie. « Ça va ?» demanda Patrick. « Je n'ai jamais eu autant d'argent de ma vie, » murmura Véronica. « C'est réel, » dit doucement Patrick. « Et c'est à vous. » Véronica le regarda. « Vraiment. Il était bel homme, remarqua-t-elle distraitement. Et il était malade, effrayé, seul, et il lui faisait confiance. À elle, une femme qu'il connaissait à peine. « Merci, » dit-elle doucement. « De me faire confiance. De nous aider. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit Patrick. « De me donner de l'espoir. De me donner une chance d'être père. » Il se tenait là, dans la banque, 2 étrangers liés par le contrat le plus étrange qu'aucun d'eux n'ait jamais signé. Et quelque part, dans la gêne, quelque chose changea. Pas de l'amour, pas encore, mais une compréhension. Le rendez-vous à la clinique de fertilité était prévu pour la semaine suivante. Le processus serait clinique, professionnel, totalement non intime, ce qui n'empêcha pas Véronica d'être absolument terrifiée. Patrick la rejoignit à la clinique, l'air tout aussi nerveux qu'elle. La procédure fut en effet rapide et clinique. 20 minutes plus tard, elle sortit pour trouver Patrick faisant les 100 pas dans la salle d'attente. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il avec anxiété. « Bien. Rapide, bizarre, mais bien. Et maintenant, on attend. 2 semaines. 14 jours. 336 heures. Cela semblait une éternité. Patrick était une boule de nerfs. Il appelait Véronica tous les jours. Au 7e jour, Véronica dut fixer des limites. « Patrick, j'apprécie votre sollicitude, mais vous ne pouvez pas m'appeler 5 fois par jour. Je vous promets de vous tenir au courant si quoi que ce soit change. Mais vous devez vous détendre. »« Ça va marcher, » dit Véronica avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Au 14e jour, Véronica se réveilla avec la nausée. Une nausée douce qui lui semblait familière. Très familière. Ses mains tremblaient. Elle fit le test de grossesse. 2 lignes. Claires, sans équivoque. 2 lignes roses. Enceinte. Elle était enceinte du bébé de Patrick Okonkwo. Son téléphone sonna. C'était Patrick, bien sûr. « Alors ?» demanda-t-il sans préambule. « Vous avez fait le test ?» « J'ai fait le test. »« Et ?» Véronica regarda les 2 lignes roses, la preuve concrète de la décision insensée qu'elle avait prise. « Félicitations, Patrick, » dit-elle doucement. « Vous allez être père. » Le son qui parvint à travers le téléphone était un mélange de rire et de sanglots. « Vraiment? Vous êtes sûr ?» 2 lignes très claires. « Je suis enceinte. »« Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci. Merci tellement. Je n'ai même pas les mots. Merci. » Véronica l'entendit pleurer à l'autre bout du fil et sentit ses propres yeux piquer. « De rien, » dit-elle. « Maintenant, allez pleurer tranquillement. Je vous rappellerai plus tard. » Elle raccrocha et s'assit sur le sol de la salle de bain, fixant le test, essayant de réaliser ce qu'elle avait fait. Patrick se présenta à la porte de Véronica 2 heures après son appel, sans prévenir, l'air d'avoir couru un marathon. « Je suis désolé, » dit-il, essoufflé. « Je sais que j'aurais dû appeler avant. Mais je devais vous voir. Est-ce que c'est vraiment réel ?» Véronica ne put s'empêcher de sourire. « C'est réel. Entrez. Mais doucement, les enfants dorment encore. »« Je peux le voir ?» demanda-t-il. « Le test. »
Véronica le lui tendit. Patrick fixa les 2 lignes roses, comme si elles étaient la chose la plus précieuse au monde. Je vais être papa, murmura-t-il. Un vrai papa. Oui, vous l'êtes. Grâce à vous. C'est vous qui avez fait ça. Vous m'avez fait ce cadeau. Avant que Véronica ne puisse répondre, avant qu'elle puisse reculer, Patrick la prit dans ses bras. Pas une étreinte professionnelle, pas une étreinte polie, une vraie étreinte, reconnaissante, émotive, écrasante. Et Véronica, qui n'avait pas été étreinte de la sorte depuis la mort de son mari, sentit quelque chose se briser en elle. Elle le serra en retour. Ils restèrent là, dans son petit salon. 2 personnes qui se connaissaient à peine, liées par le minuscule amas de cellules qui grandissait en elle. Patrick recula légèrement pour la regarder. « Merci », dit-il à nouveau. « Merci tellement. » Et puis, avant que l'un ou l'autre n'y pense vraiment, il l'embrassa. Ce ne fut pas un long baiser. Pas passionné. Rapide, presque chaste. Un baiser de gratitude, de joie et d'émotion débordante. Mais c'était un baiser. Leur premier. Ils se figèrent tous les 2 en réalisant ce qui venait de se passer. Oh mon Dieu! Patrick recula, le visage rouge. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. C'était inapproprié. J'ai dépassé les bornes. Ce n'est rien, dit Véronica, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Ses lèvres picotaient. Son cœur battait la chamade. Ce n'est pas rien. Vous êtes ma mère porteuse. C'est un arrangement commercial. Je viens de vous harceler sexuellement. Vous ne m'avez pas harcelé sexuellement, dit fermement Véronica. Vous m'avez embrassé. Il y a une différence. C'était un moment d'émotion. Ce n'est pas grave. Mais ce n'était pas grave. Ils savaient tous les 2 que ce n'était pas grave, car ce baiser, aussi bref soit-il, avait changé quelque chose. Il avait rendu cet arrangement soudainement moins commercial et plus. Autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Je devrais y aller, dit Patrick en reculant vers la porte. Je suis désolé. Je vous verrai au premier rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Le rendez-vous. D'accord. Patrick s'enfuit comme si l'appartement était en feu. Après son départ, Véronica toucha ses lèvres, sentant encore le fantôme de ce baiser. Dans quoi me suis-je embarquée? Murmura-t-elle à son salon vide. Depuis leur chambre, 3 voix chuchotaient entre elles. Tu as vu ça? Il l'a embrassée. Est-ce que ça veut dire qu'il est notre père maintenant? Tais-toi, Timothy. Tais-toi, toi-même.